nationale au niveau de dans ce cas-ci de la classe. Donc cette structure-là, que j'ai brièvement résumée, c'est une structure dans laquelle il y a donc des composantes importantes de démocratie directe. Hein, parce que, disons en théorie, les délégués présents au Congrès national de la classe ne peuvent voter qu'en fonction des mandats qui leur ont été donnés par leurs membres. Ils ne peuvent pas décider, par exemple, qu'ils sont en faveur d'une proposition qui n'a pas été dûment débattue et appuyée dans leur assemblée générale sur leur campus. Donc, forte composante de démocratie directe, implication importante des étudiants et des étudiantes dans l'ensemble des prises de décision, en tout cas, disons les prises de décision qui sont significatives politiquement. On ne va pas voter sur chaque affiche, évidemment, vous comprenez, mais c'est les grandes orientations, les grandes décisions politiques qui sont discutées, qui sont débattues, qui sont adoptées en Assemblée générale. Donc, forte implication, forte valorisation de l'implication des étudiants et des étudiantes à chacune des étapes de la mobilisation. Pas seulement durant la grève, mais pendant les campagnes de mobilisation, pendant la construction du plan d'action lui-même. Le plan d'action n'est pas concocté seulement par quelques personnes. Il est discuté, débattu dans l'ensemble des assemblées, ensuite rediscuté au Congrès et ensuite finalisé. Donc, je le répète, fonctionnement fortement démocratique, mais, et le mais est important, aussi capacité réelle de coordonner les efforts. Hein. C'est une structure qu'on pourrait dire donc très démocratique, mais qui n'est pas non plus horizontale, à strictement parler. Au sens où il y a quand même un conseil exécutif dont le rôle est d'organiser évidemment organiser les congrès, mais mettre en action le plan, mettre en application le plan d'action, suggérer quand même une vision, une analyse de la situation, donc, et surtout un comité exécutif qui coordonne les efforts de mobilisation. Hein, pour s'assurer que chaque association locale, chaque syndicat local ait du support en termes de mobilisation, ait du support par exemple pour organiser son assemblée si elle en a besoin. Donc, un type d'organisation qui, c'est mon analyse, combine à la fois donc un fonctionnement très démocratique, ce qui permet d'impliquer les gens et donc de les mobiliser, mais aussi qui permet d'organiser la lutte de manière coordonnée, de manière nationale, pour éviter une désorganisation, pour éviter un manque de communication. Donc, je considère que ce qu'il y avait d'intéressant dans cette organisation, c'était cet équilibre qui avait été trouvé entre une capacité de s'organiser collectivement de manière efficace, de manière coordonnée, mais également de manière démocratique. Et c'est souvent des valeurs qu'on oppose dans les organisations. On va souvent opposer l'efficacité organisationnelle à la prise de décision collective, la prise de décision démocratique. À la place, je considère qu'on avait trouvé un bel équilibre entre ces deux pôles-là. Ça fait le tour un peu de la structure de la classe. Évidemment, là, comme je l'ai dit auparavant, il y a également d'autres organisations étudiantes. Je ne passerai pas en revue leur structure, ce ne serait pas nécessairement pertinent de toute façon. Disons que la classe, historiquement, ou l'AC, sa petite sœur, organisationnellement, ont eu des rapports assez tendus, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les autres organisations étudiantes. Il y a eu, historiquement, des conflits, parfois même des conflits qui ont été très acerbes, parce qu'il y a eu des différences stratégiques, parce qu'il y a eu des désaccords importants, fondamentaux lors de luttes. Et un des caractères exceptionnels ou uniques de la lutte de 2012, c'est que pour la première fois, il va y avoir, je ne dirais pas un front commun, mais disons un pacte de non-agression entre les organisations étudiantes qui vont accepter le temps de la lutte, d'éviter de s'en prendre l'une à l'autre pour se concentrer sur leur ennemi commun, qui était évidemment le gouvernement qui a augmenté les frais scolarités. Donc pour la première fois, on a un mouvement étudiant qui, bon, peut-être pas tout à fait uni, mais en tout cas accepte de mettre à l'arrière-plan ces différends pour au moins apparaître et agir de manière relativement unifiée. Ça, c'est important parce que pour moi, c'est une des raisons qui explique pourquoi les étudiants et les étudiantes se sont reconnus, se sont identifiés aussi fortement à la mobilisation. C'est que pour une fois, les rivalités organisationnelles, qui sont souvent d'ailleurs l'apanage des militants et des militantes de ces organisations-là, ce sont des rivalités qui sont relativement peu comprises par les membres de ces organisations-là en général. Mais pour une fois, ces rivalités-là occupent beaucoup moins de place, prennent pas l'avant de la scène,
Et dans les assemblées, au lieu de discuter de comment l'autre organisation a été pas fine, on discute de plan d'action, on discute de politique, on discute de lutte. Donc, ce pacte de non-agression, il va résister à l'ensemble de la grève. Bon, il y aura des accrochages, il y aura des fois des critiques, il y aura, vous pouvez m'en convaincre, des divergences importantes, notamment à la table de négociation. Mais les organisations vont, chacune à leur manière, faire leur part pour qu'on finisse par traverser la grève sans trop s'être critiqués les uns les autres. Ça, je crois que c'est important à dire quand on parle de la lutte de 2012. Un des éléments qui a permis ce pacte de non-agression, c'est le fait que pour la première fois depuis les années 80, la première organisation, enfin, pour la première fois depuis les années 80, la gauche étudiante, donc la tradition syndicale et combative du mouvement étudiant, pour la première fois depuis les années 80, elle est majoritaire dans le mouvement. Et ça, c'est la première fois. Lors de la grève précédente, qui a eu lieu en 2005, il y avait eu les 3 organisations qui s'étaient mobilisées, mais très rapidement, en termes de nombre de grévistes, en termes donc de représentativité du mouvement, la gauche, donc l'AC, était tombée dans un statut minoritaire et ça avait rendu la tâche plus facile aux autres organisations pour éventuellement négocier sans rêve. On n'entrera pas dans le détail. Or, 2012, pour la première fois, l'AC, en fait, la classe, est majoritaire. Elle représente entre 50 et 70% des gens en grève, autour de 120 000 membres. Et ça va donc un peu forcer la solidarité. Au sens où là, pour une fois, les forces progressistes dans le mouvement étudiant sont majoritaires. La classe est la principale organisation étudiante, à la fois sur le terrain, en termes de représentativité des grévistes, mais également dans l'espace public. La classe, rapidement, va être reconnue par l'espace public comme l'interlocuteur privilégié du mouvement étudiant. Et ça, également, c'est une première. Historiquement, médiatiquement, les forces de gauche dans le mouvement étudiant avaient été reléguées à un rôle plus marginal, parfois même presque invisible dans l'espace public. Là, pour une fois, on a donc une gauche combative, démocratique, organisée, mais qui est le principal acteur de la lutte. Et ça va changer évidemment le visage de cette lutte-là du tout. Ça explique pourquoi ce pacte de non-agression a résisté malgré les tensions, parce que les autres organisations étudiantes savaient pertinemment, évidemment, que la classe, étant le représentant la majorité des grévistes, ne pouvait plus être contournée, marginalisée comme elle l'avait été parfois dans les luttes précédentes. Ça fait un peu le tour des dynamiques interorganisationnelles. La troisième portion de ma présentation, je vous l'ai dit, porte sur la question des succès et des défis, des succès et des contradictions du mouvement. Bon, on pourrait s'étendre longtemps sur la conjoncture politique générale, qui a, je crois, été un ingrédient du succès qui a contribué à rendre le mouvement étudiant 2012 possible. Le fait, par exemple, que le gouvernement à l'époque, le gouvernement libéral, avait été sérieusement amoché dans l'année précédente par des scandales importants de corruption, qui l'avaient rendu impopulaire, ce qui avait vraiment entaché la réputation de ce parti-là, et ça va leur nuire durant la mobilisation, et ça va contribuer à créer dans certaines couches de la population une sympathie envers les étudiants. Et donc, il y a toutes sortes d'éléments conjoncturels comme celui-là, toujours des éléments de contexte que je pourrais énumérer, mais sur lesquels nous n'avions pas le contrôle, sur lesquels on n'a jamais le contrôle quand on s'organise politiquement. Donc, ce qui me semble le plus important, c'est d'insister sur les éléments qu'on contrôle, sur les choix stratégiques qui ont été faits par le mouvement étudiant, dans la gauche étudiante, et qui, pour moi, ont contribué à son succès. Le premier élément que je veux mentionner, c'est la manière dont la classe a réussi à articuler ensemble deux niveaux de revendication. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une réflexion qui a précédé le déclenchement de la grève sur la manière d'articuler, d'une part, la demande très concrète, très immédiate de refus de la hausse des frais de scolarité. C'était donc une revendication de nature défensive. Disait l'objectif de la mobilisation, c'est de bloquer cette hausse en particulier. Donc, articuler, je disais, cette revendication immédiate et précise
à un autre niveau de revendication, de discours plus général, plus politique, qui inscrit donc cette attaque, qui inscrit la hausse des frais de scolarité dans son contexte politique et économique plus large, celui de l'austérité, celui du néolibéralisme, celui de la fameuse révolution culturelle dont je parlais au début. Et souvent, il y a dans les mouvements sociaux, souvent c'est un équilibre qui est dur à trouver. Hein, parce qu'on va voir d'une part, par exemple, dans le mouvement syndical, depuis 20 ou 30 ans, une tendance à se centrer de plus en plus exclusivement sur la défense très corporatiste des conditions de travail. Donc, on va avoir des luttes très sectorielles, très corporatistes sur des éléments très précis, au détriment du projet de transformation sociale, au détriment d'un discours critique plus général. Inversement, parfois, on voit un peu l'autre extrême, hein? C'est-à-dire en réaction à cette évolution-là des mouvements sociaux, on va voir d'autres mouvements faire l'inverse, hein? C'est-à-dire tenter de mobiliser sur des bases très larges, très systémiques, disons très abstraites, en ayant un discours souvent peu accessible, ou en tout cas qui fait appel à des concepts qui ne sont pas évidents pour l'étudiant ou l'étudiante, disons, qui n'est pas militant ou qui n'est pas militante. Donc, il y a donc ces deux pôles-là qui sont durs à articuler dans la pratique d'une lutte concrètement. Parce qu'il y a deux pièges possibles, je les ai déjà un peu évoqués, c'est-à-dire, il y a le piège ça de trop vouloir de pécher par excès de pragmatisme. Et la conséquence de pécher par excès de pragmatisme, c'est de fermer la porte à toute possibilité d'élargissement du mouvement, de fermer la porte à l'avance à ce que le mouvement social, à ce que la mobilisation se transforme en mouvement social plus large, se transforme en critique plus large de la société. Inversement, pécher par excès d'abstraction et pécher par excès peut-être je ne sais pas quoi dire comme synonyme, d'abstraction, de discours général systémique, ça fait en sorte que, comment dire, mon avis, mon analyse, en regardant des vidéos, c'est que parfois, ça incite assez peu les gens à se mobiliser. Pour une raison assez simple. Souvent, le principal objectif, en tout cas, le principal obstacle que nous avons rencontré quand on tentait, dès 2010, d'inciter les gens à se mobiliser, le principal obstacle, c'était le fait que les gens étaient convaincus que ça ne servait à rien, qu'il était impossible de faire reculer un gouvernement, que les manifestations, les assemblées générales, les grèves, ça ne fonctionnait pas. Alors, dans ce contexte-là, où les gens sont très réticents à s'engager, même quand ils sont directement attaqués, même quand ils sont directement attaqués, comme c'était le cas, lorsqu'on a commencé à mobiliser en 2010 sur les campus, les gens nous disaient « Ouais, bon, les frais de scolarité, c'est vrai, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle de les augmenter, mais quoi qu'il en soit, on n'y peut rien. » Et pour briser ce « on n'y peut rien », pour briser cette réticence-là qui est naturelle dans la société où on vit, à s'engager politiquement, il me semble important d'être capable de convaincre, en fait, les gens qu'on veut mobiliser, que la raison pour laquelle on va en grève, la raison pour laquelle on se mobilise, est atteignable et relativement réaliste. Alors, si on leur dit, par exemple, la revendication de la grève, donc la demande de grève, donc la condition de retour en classe, c'est par exemple l'abolition du néolibéralisme ou de l'austérité, on ne donne pas aux gens l'impression que c'est un but qui est atteignable. Les gens vont se dire, oui, on va être un peu en grève longtemps si la condition de retour en classe, c'est la fin du néolibéralisme et de l'austérité. Donc, quand je dis pécher par excès d'abstraction ou de considération systémique, c'est ça que je veux dire. C'est tenter de mobiliser sur des principes très larges, très abstraits, qui sont vrais, hein, par ailleurs, et qui sont en effet les causes profondes des attaques qui sont faites. Mais ça me semble être des principes qui sont peu porteurs en termes de mobilisation s'ils sont mis comme revendication, comme demande de la grève. Et là où il y a eu donc une certaine, je crois, habileté stratégique de la classe, ça a été d'articuler les deux ensemble. Donc de dire très clairement aux étudiants et aux étudiantes dans les assemblées générales la revendication de la grève, la raison pour laquelle on va en grève. Ce qu'on veut obtenir ici, maintenant, c'est l'abolition de la hausse des frais de scolarité. Et là, on ajoutait dans une perspective de gratuité scolaire, donc dans une perspective, disons, à long terme de gratuité scolaire. Et il y avait autour donc de cette hausse-là, il y avait de la viande, il y avait tout un discours qui réinscrivait
cette demande-là, cette attaque-là dans le contexte de l'austérité, dans le contexte de la déconstruction de la privatisation des services publics. Et ça venait toujours ensemble dans le discours, même si, et là je me répète, mais c'est important, même si au niveau de la revendication, ça a toujours été très clair et limpide que la demande concrète et la raison et la condition pour que la grève se termine, c'était l'abolition de la hausse des frais scolaires. Donc, mon analyse, c'est qu'on a plutôt bien réussi à articuler les deux ensemble. Et c'est ce qui va permettre l'élargissement du mouvement. Si on avait dès le départ limité le discours seulement à des préoccupations strictement étudiantes, strictement liées à la hausse des frais de scolarité, ou même strictement liées à l'accessibilité à l'éducation, sans déjà semer les graines en mobilisant dans les assemblées, dans le matériel, ce discours plus général-là, je ne crois pas que le mouvement aurait pu, en tout cas, je ne sais pas si le mouvement se serait autant généralisé, puis si se serait autant transformé en mouvement populaire. Et c'était le deuxième succès, ou le deuxième, disons, élément positif que je voulais souligner, le fait qu'on a été capable, lorsque on a senti que, disons, après 3 ou 4 mois de grève, on a très bien senti que le gouvernement n'allait pas reculer, qu'il s'était complètement peinturé dans un coin, et là, on a vu très bien qu'il y avait un danger réel pour le mouvement étudiant de s'isoler, un danger réel pour le mouvement étudiant de s'enliser, et à ce moment-là, il y a eu une stratégie qui a été adoptée en congrès, qui a été discutée démocratiquement, de dire, là, il est temps d'appeler à l'élargissement de ce mouvement-là, il est temps de lancer une invitation à la population, il est temps de dire, là, on a besoin de votre solidarité, on a besoin de vous, parce qu'on a un gouvernement qui ne nous écoute pas, qui nous méprise, et il y a eu donc cet appel de lancer qui, à l'époque, a été plutôt utilisé par certains. Hein. D'ailleurs, dans les médias, plusieurs commentateurs trouvaient ça rigolo de voir le porte-parole et les porte-paroles étudiants débarquer en disant « Ah, on appelle à une lutte populaire ». Il y en a beaucoup qui riaient dans leur plage. Hein. « Oh mon Dieu, c'est beau la jeunesse, hein, c'est rigolo ». Dans les faits, ça a fonctionné. Et je crois que ça explique notamment l'émergence du mouvement des casseroles à la fin. C'est qu'il y a eu un moment où on a senti le danger d'isolement, où on a dit « Là, c'est le temps d'élargir parce que sinon, on peut sérieusement s'enliser ». Et ça a plutôt fonctionné. Ça a donné naissance, j'avais parlé, au mouvement des casseroles. Ça a permis, ça a semé les graines pour après ça, tout le phénomène des assemblées populaires de quartiers et de municipalités qui ont eu lieu durant l'été 2012. Donc, il y a eu donc, le mouvement des casseroles. Donc, ce phénomène, d'ailleurs, spontané et difficile à expliquer, des assemblées populaires qui ont émergé, bon, qui n'ont pas fait long feu, malheureusement, finalement. Ça finit par s'essouffler par manque de ressources, mais quand même, pendant quelques mois, on a vu des gens, littéralement, se réapproprier dans leur quartier le fonctionnement démocratique du mouvement étudiant en disant « Nous aussi, ça nous tente de faire ça des assemblées et de discuter de politique. » C'est quand même pas rien, même si ça a été, bon, relativement bref, je considère que c'est un beau succès pour le mouvement étudiant d'avoir été capable d'insuffler ce goût-là de la participation politique, de la participation démocratique à l'extérieur de ces rangs. Pour me répéter, je ne pense pas que ça aurait été possible si notre lutte avait été construite sur des bases strictement corporatistes. C'est parce que dès le départ, on avait semé les graines de ça, que ça a pu germer de cette manière-là. Mon Dieu, ça va être beaucoup trop grosse métaphore, mais durant le printemps puis durant l'été. Donc, articulation des revendications entre demande précise, immédiate et niveau de discours général, c'est le premier élément que je l'ai mentionné. Le deuxième, c'est la question de l'élargissement du mouvement. Et je dois terminer. Alors, le défi ou la contradiction, ou l'élément qui pour moi reste encore problématique, c'est que, bon, j'ai fait une présentation assez optimiste, assez positive du mouvement, mais il y a eu quand même des difficultés. Il y a eu une difficulté majeure au moment où, sous la pression populaire, devant donc une population qui avait massivement désobéi à la loi spéciale que le gouvernement avait adoptée pour faire cesser la grève, devant l'échec de son pari, quel était ce pari-là? Le pari, c'était que la loi spéciale allait tuer la mobilisation durant l'été et qu'à la reprise des cours en septembre, tout serait calme. Au début du mois d'août, le gouvernement se rend compte que de toute évidence, la mobilisation continue, que de toute évidence, elle va reprendre sur les campus à l'automne, que de toute évidence, donc, sa loi spéciale ne peut pas fonctionner. Et à ce moment-là, il joue un peu
la dernière carte qui lui reste, parce qu'il a à peu près fait tout le reste. Il a essayé de casser la gueule aux étudiants, il les a ridiculisés.